depuis le visa Balladur et encore jusqu'à aujourd'hui, dans cet espace entre les Comores et Mayotte et l'île de Mayotte, plus de 10 000 morts en mer pour passer de l'un à l'autre. Vous savez, on nous parle toujours, à nous communistes, du mur de Berlin. Ben, il y a des murs qui sont invisibles. Et le mur invisible de ce canal, il a fait 10 000 morts. Et il continue à faire des morts. Il faut savoir que les statistiques et les chiffres de l'immigration en France et du nombre de reconduites à la frontière, la moitié du chiffre officiel, la moitié, c'est à Mayotte. La moitié. Ça veut dire qu'il y a un vrai sujet là-bas. Parmi les sujets qui font que la France veut garder Mayotte, et de manière quasiment concomitante, il y a eu la négociation à l'ONU sur l'extension du plateau continental. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais tous les pays qui ont une frontière maritime, qui sont en bord de mer, sont propriétaires d'une partie de la mer jusqu'à une certaine distance. Sous la mer, il y a plein de choses. Et dans la terre, sous la mer, il y a énormément de choses. Et donc, plus vous avez de côtes, et le dernier chiffre de la mesure du plateau continental, c'est 200 miles. À 200 miles de la côte, vous êtes propriétaire. Et vous êtes propriétaire des richesses qui sont sous la mer. Pour la France, avec cette extension du plateau continental, la France fait partie des pays, puisqu'on a les plus grandes frontières avec nos îles, avec la Réunion, ça fait partie des pays au monde qui ont le plus proportionnellement étendu leur territoire, avec tout ce que ça veut dire en dessous. Sous la Guyane, vous imaginez, au large de la Guyane, on sait qu'il y a du pétrole, et en plus, quand on étend, on sait qu'il y en a encore plus. Et il y en a quelques-uns qui sont, vous savez, il y en a partout, Guadeloupe, etc. Donc c'était important de garder Mayotte et de maîtriser. Ça permettait aussi de maîtriser une partie de ce qui passe dans le canal du Mozambique. Donc Mayotte, maintenant, va pouvoir exploiter ses richesses économiques à travers la France. Dire aussi que les Mahorais se sont battus juste après les grandes luttes où ils ont bloqué les passages, parce qu'à un moment donné, ils ont voulu faire entendre au gouvernement français leur position et exiger que ce qui était promis avant le référendum soit donné après. Mais la bataille continue. La France a dépensé des sommes considérables à l'ONU en nombre de diplomates et tout, pour ne pas avoir, depuis qu'elle a colonisé Mayotte officiellement, pour ne pas avoir de résolution contre elle à l'ONU. Pour l'instant, elle n'en a pas eu, mais elle a acheté. Elle a acheté le gouvernement comorien actuel, elle a donné énormément d'argent pour pas que le gouvernement comorien actuel dépose une résolution contre la France à l'ONU. Ça coûte très cher à notre pays, cette colonisation. Un autre sujet, ça ne vous surprendra pas, qui me tient à cœur, c'est la question du Sahara occidental et du Maroc, puisqu'on reste un petit peu en Afrique. Même chose, la résolution 22-29 du 20 décembre 1966 à l'ONU affirme le droit inaliénable des Sahraouis à l'autodétermination par référendum. En 1973, création du Front Polisario. En 1975, Hassan II, qui a eu l'intelligence, il avait beau être roi, etc., c'était futé ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il n'y est pas allé avec l'armée, il y allait avec son peuple. Il a fait la première marche verte, c'est-à-dire qu'il a envahi une partie du Sahara occidental avec les citoyens, les sujets de Sa Majesté marocains. Et puis il a fait la deuxième marche verte dans la foulée. En 1976, c'est la création de la République arabe sahraoui démocratique. En 1991, une force qui fait toujours le combat, parce que chaque année on se bagarre pour qu'elle soit maintenue, c'est la création de la MINURSO, la mission des Nations Unies pour le Sahara occidental, pour le référendum, l'ERSO Sahara occidental, résolution 690. Et puis tous les jours, il y a la bataille, y compris en Seine-Maritime, par les comités de jumelage des villes jumelées avec les Sahraouis, par les syndicats CGT, qui se bagarrent aussi aux côtés, par plein d'associations, parce que tous les jours, il y a le pillage des ressources du Sahara occidental. Par exemple, il y a de l'huile de poisson qui arrive à Fécamp par bateau marocain et qui vient du Sahara occidental. La loi onusienne interdit, quand il y a un État, quand il y a un territoire contesté, il est interdit de le piller. Il est interdit d'aller chercher s'il y a des richesses, il est interdit. Et donc à chaque fois qu'il y en a qui essayent, Total a essayé d'aller forer à la demande, pour vérifier s'il y a du pétrole, à la demande du roi du Maroc.
immédiatement, des citoyens, des militants, la CGT, le Parti communiste se sont levés, les comités de jumelage et tout. On a Total dans la région, donc on a été dire au directeur de la raffinerie, ça va pas bien se passer pour la suite, dans nos relations. Et immédiatement, Total a quitté. Et à chaque fois qu'on voit des choses, quand on voit une carte à la télé, et n'hésitez pas à le faire avec Internet, vous voyez une carte où il n'y a plus le Sahara occidental, où le Maroc va jusqu'à la Mauritanie, un petit mail à celui qui a mis la carte, à France 2, etc. Un petit mail. Nous, on le faisait avec celui qui faisait Paris-Dakar, ils oubliaient le Sahara occidental. Et puis ça corrige. Ils corrigent la carte parce que la carte de l'ONU, elle a toujours un trait horizontal pour dire qu'il y a un pays en dessous le Maroc qui s'appelle le Sahara occidental. Je dis ça parce que ça veut dire que dans le mouvement du monde, on peut avoir un peu, en tant que citoyen du monde, la possibilité de faire changer. Ce sont des petites choses. Mais pour le roi du Maroc, c'est essentiel de lui de voir le Maroc jusqu'en bas. Et quand il voit qu'il y a des forces qui contrarient son plus grand désir, et ben voilà. Et les forces, ça peut être que quelques dizaines de messages de citoyens qui agissent. Donc les ressources qui intéressent le Sahara occidental, c'est le phosphate, qui est pillé, le poisson, l'énergie éolienne, et puis évidemment le tourisme, hein, parce que maintenant on peut aller faire de la planche à voile, du kitesurf sur les plages de Dakhla, etc. Autre sujet, je ne marcherai pas sur les plates-bandes de la jeunesse communiste, parce que je sais que tout à l'heure ils ont fait un débat sur la question palestinienne, parce qu'un membre de la jeunesse communiste est allé là-bas et a des choses à dire, parce que quand on va à Gaza, quand on va en Palestine, on a des choses à dire quand on revient. Et moi j'ai voulu y aller sur le bateau pour Gaza, et puis on n'a pas pu y aller, tous, quelques-uns qui ont pu y aller, mais pas tous. Enfin, ils y sont pas assez longtemps, parce que l'armée israélienne vous cueille en mer et vous expulse immédiatement. Mais le combat a mérité d'être posé. L'un des enjeux, je ne pense pas que le camarade ait abordé ce sujet-là, mais c'est l'eau. Parce qu'on parle beaucoup de la situation des Gazaouis, etc. Mais maintenant, la question en Palestine, vous savez, c'est une archipel, la Palestine, hein, maintenant. Ce sont des îles qui sont séparées par des zones israéliennes. Et donc, il faut passer quasiment des checkpoints pour passer d'une zone à l'autre. Sauf qu'aujourd'hui, l'eau est totalement maîtrisée pour la richesse d'Israël, pour les cultures d'Israël, les fleuves sont utilisés au maximum, et il ne reste rien quand on arrive en façade maritime, quand on arrive dans la bande de Gaza et tout, il ne reste rien pour les cultures dans la bande de Gaza, etc. Ils n'ont pas grand-chose dans la bande de Gaza. Hein. Puis tout ce qu'ils ont, ils sont obligés de l'acheter, même si c'est la solidarité internationale, ils sont obligés de l'acheter à Israël. Donc Israël a toujours, je le dis parce que quand j'étais allé à Gaza après l'opération Plomb Durci, Israël, du temps des Oudolmert, avait tout rasé. Tout le monde, toute l'économie de Gaza avait été rasée. La France immédiatement avait dit, l'Assemblée nationale, on va payer la reconstruction de l'hôpital de Gaza. Et j'avais découvert en allant visiter que pour reconstruire l'hôpital de Gaza, il fallait acheter les matériaux aux entreprises israéliennes. C'est fabuleux. Quand vous avez votre économie malade, vous allez en Palestine, vous détruisez. La solidarité internationale, heureusement, se lève pour venir en soutien aux Palestiniens. Mais la règle, c'est qu'aucune autre marchandise ne peut rentrer dans la bande de Gaza ou ne peut rentrer en Palestine si ce n'est pas passé par les entreprises israéliennes. Et là, vous voyez jusqu'où peut aller le cynisme. Et donc la question de l'eau et la défense de la Palestine passe aussi par cette situation, puisqu'on estime que 96% de l'eau qui arrive dans le territoire palestinien est impropre à la consommation. Vous mesurez. Et puis après, il y a les questions des guerres que l'Occident a créées dans le cadre de son idéal. Vous savez, l'idéal de l'Occident, c'est la démocratie. Ça, c'est un sujet, hein, la démocratie. Quel est le bon système démocratique dans le monde? Quel est le bon système? L'Occident prétend que c'est un système de délégation de pouvoir. Il faudrait élire des gens qui, après, gouverneraient en votre nom, pour vous, sans même vous demander votre avis entre-temps pour savoir si c'est les bons choix. Et c'est ce que l'Occident voudrait imposer au monde entier. Et tout ce qui ne correspond pas à ce schéma démocratique peut s'appeler dictature, peut s'appeler dictature, ou encore dictature. Toujours, toujours. C'est comme ça. Alors on va prendre quelques exemples de dictature. On va prendre l'Irak. L'Irak, c'était une dictature qui était dirigée par Saddam Hussein. Vous vous en souvenez? Saddam Hussein, il utilisait le pétrole irakien, qui en avait. Il était président du parti Baas. Je refais un peu d'histoire, hein, mais c'est important.
il était partisan du parti Baas. Le parti Baas, c'était un parti laïque. Un parti laïque. Et donc, il avait affranchi son pays de la question des sunnites, etc., etc., toutes les questions religieuses. Affranchi. Chaque religion pouvait exister, mais parti laïque. Et parti avec des tendances, et ça c'est fâcheux pour la démocratie internationale, marxistes. Le parti Baas avait des fondements marxistes. Et donc il fallait trouver une excuse pour aller faire la guerre en Irak, pour la démocratie, ce dictateur, Saddam Hussein. Vous vous en souvenez, c'est la première trahison internationale, la première tricherie, le premier mensonge d'État, les armes de destruction massive qu'il fallait impérativement trouver en Irak. Et je suis sûr que vous vous souvenez tous des images de ce ministre des Affaires étrangères irakien qui n'arrêtait pas d'expliquer qu'il n'y en avait pas, que des délégations pouvaient venir sur place vérifier, etc. Il n'empêche qu'on y est allé. Les guerres du Golfe, 90, 91, 2003. Moi, je suis même persuadé qu'on a dû dire à Saddam Hussein qu'il pouvait aller envahir le Koweït et que ça ne poserait pas de problème, que quelque part, on lui reconnaissait l'irakianité du Koweït. Moi, je suis persuadé qu'ils l'ont incité à le faire pour mieux avoir l'argument pour y aller et pour le faire rentrer dans ces 15 mètres, si vous me permettez l'expression. Et donc, on est dans cette réalité. Alors derrière, une fois qu'on a détruit un pays, une fois qu'on l'a anéanti, ça a été le cas en Irak, après, il y a des forces qui se lèvent dans ce pays-là pour crier à l'injustice, puisqu'il n'y avait pas les armes de destruction massive. Et c'est dans ce terreau-là où il y a une injustice internationale, où commence à se créer Al-Qaïda, où commence à se créer, et financé par Saddam Hussein, hein, pas par Saddam Hussein, mais Osama Ben Laden. Mais pour cela, il fallait un terreau favorable. Et le terreau favorable, c'est la guerre, et la guerre qui s'appuie sur des injustices. Il y a eu la guerre en Afghanistan, dès 1996. L'Afghanistan, c'est assez particulier. Ils nous ont créé une... Alors d'abord, c'était un pays en lien avec l'URSS, donc déjà pas très respectable aux yeux des Occidentaux. Et puis ensuite, l'Afghanistan avait un fonctionnement tribal. Parce que c'était ça. Et en Afrique, on a aussi un fonctionnement tribal. Parce que c'était comme ça, leur concept de fonctionnement. Et ils ont voulu imposer un modèle démocratique aussi à l'américaine, là pour le coup. Et moi, quand j'avais rencontré les Afghans, et les gouverneurs de chaque vallée, l'Afghanistan, ce sont des vallées. Quasiment, on ne peut pas passer de l'une à l'autre, c'est très difficile de passer par la montagne. Et il y avait un gouverneur par vallée, très verte, montagne très sèche, vallée très verte. Et eux voulaient un gouvernement de gouverneurs. C'est-à-dire avoir un parlement des gouverneurs et pas un chef d'État, en disant c'est collectif, etc. Ça n'a pas été accepté, ni par la France, ni par les États-Unis, etc. En disant il faut une démocratie à la manière occidentale, avec un président, avec des parlementaires élus, etc., qui faisaient fi de la tradition afghane. Et vous verrez plein de pays comme ça, où le concept démocratique fait fi des traditions et des cultures. Donc l'objectif, c'était de prendre le contrôle, et vous verrez que à la fin, qu'on a bien entouré la Russie, au bout du bout. Après, on a eu les événements, et je reste toujours dans l'histoire parce qu'elle est importante, de Tunisie. Important les événements de Tunisie. Le printemps arabe. On y était avec Marie-Georges Buffet, juste avant. Je crois que c'était 4 mois avant. Parce qu'on avait notre camarade du Parti communiste tunisien qui était en exil, enfin pas en exil, qui était caché, qui était en Tunisie mais caché, et qu'on avait essayé de rencontrer, qu'on n'avait pas trouvé là où on devait avoir rendez-vous, et que lui après nous a trouvé rapidement quelques minutes pour montrer d'abord qu'il était vivant et quel était le sens de la lutte. Et puis en repartant, on était passé voir l'ambassadeur à qui on avait expliqué que ça allait très très mal dans ce pays, qu'il y avait des tensions, qu'il y avait des choses, etc. Et l'ambassadeur nous explique que nous on dit ça en tant que parlementaire pour qu'il fasse remonter à la présidence. C'est le fonctionnement de la France. Donc on lui explique ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. Et lui il dit non, non, il n'y a pas de problème, c'est parce que vous ne connaissez pas la Tunisie, c'est parce que vous n'avez rien compris, etc. Ben Ali, il est adulé par le peuple, regardez le résultat qu'il fait aux élections, etc., etc. Donc bon, nous on a fait notre boulot, avec Marie-Georges, on avait fait notre boulot de parlementaire. Et puis après, vous avez vu ce qui s'est passé suite au suicide de ce jeune qui n'avait pas pu obtenir le droit de survivre, de faire du commerce pour survivre. Eh bien, les Tunisiens se sont levés. Particularité de la Tunisie, ils ont voté pour les islamistes à l'occasion de leur première élection libre. Ils ont voté pour Ennahda,
parce qu'ils étaient persuadés, moi j'étais observateur à cette élection, j'étais dans les environs de Tunis, et ils étaient persuadés qu'elles étaient fausses, ces élections, qu'on était en train de les arnaquer. Et ils voulaient vérifier, en votant en masse pour ceux que le pouvoir n'aurait jamais accepté, si vraiment ça allait être élu. Donc ils ont voté pour eux, ils ont découvert le résultat, c'est que Ennahdha a pris le pouvoir, et très vite, pendant l'année qui a suivi, Ennahdha a voulu imposer un système islamiste à la Tunisie, et très vite les Tunisiens, à l'occasion de l'élection suivante, puisqu'il c'était une élection intermédiaire, ils ont vu que c'était une élection entre guillemets libre, et donc ils ont dit maintenant on va mettre ceux qu'on veut, etc. Donc ils ont corrigé les choses. La France avait proposé, vous vous rappelez, c'était la ministre des Affaires étrangères, Michèle Alliot-Marie, qui a été un peu perturbée par un député à l'époque, qui quelque part l'a fait démissionner, mais sa réponse, ça a été de dire on va envoyer des forces pour aider Ben Ali à faire la sécurité. Après, Ennahdha est arrivé au pouvoir. La France, aucun soutien aux forces démocratiques tunisiennes, aucun soutien. Après, les forces démocratiques tunisiennes reviennent au pouvoir, et la France, depuis, aucun soutien aux forces démocratiques tunisiennes quand elles sont au pouvoir. C'est-à-dire que la France qui dit on va aider, etc., non, elle n'aide que si elle a un intérêt, que si le business a un intérêt. Si c'est l'intérêt du peuple, jamais vous verrez la France intervenir. Et quand vous parlez au Parlement de la France à l'étranger, à chaque fois, ils transforment le sujet. Moi, j'avais voulu faire une commission d'enquête sur la démocratie en Amérique latine, les évolutions démocratiques en Amérique latine. Je trouvais que le sujet était pas mal, avec les mouvements qu'il y avait à cette époque-là, il y a 5-6 ans. Et la commission d'enquête a été acceptée sur le sujet les intérêts français en Amérique latine. Et voilà. Ouais, ça change. Mais ils ont accepté, ils ont dit Jean-Paul, c'est pour te faire plaisir. On a fait une commission d'enquête là-dessus. Et donc il faisait venir des chefs d'État, etc., pour parler des intérêts français en Amérique latine et surtout pas des mouvements des peuples. C'est la façon dont la France fait les choses. Après, on a eu la Libye. Pareil, je reste toujours en Afrique, hein, je vais changer un peu. Bon, je suis passé par l'Afghanistan, mais la Libye, je rappelle que Kadhafi est venu en 2007 en France. C'est le seul chef d'État que j'ai vu arriver à l'Assemblée nationale où la garde républicaine n'était pas à pied mais à cheval. C'est la seule fois qu'un chef d'État en France a été accueilli par la garde. C'est un petit symbole, mais c'est pour montrer le niveau où la République voulait mettre son grand ami Kadhafi. C'était au plus haut niveau. Voilà, la péripétie de l'attente et tout ça. Kadhafi, pour bien comprendre ce qui se passe, il fallait savoir où était l'argent libyen. L'argent libyen, l'argent des richesses libyennes, Kadhafi, il était à la tête d'un parti qui était un parti un peu socialiste, laïque. La Libye est laïque, c'est important tout ça, parce que c'est insupportable. Et qui avait décidé, tout en se mettant de l'argent dans la poche, il avait décidé de répartir les richesses sur son peuple. Le peuple libyen faisait partie des peuples d'Afrique où la répartition de richesses était la meilleure. La meilleure. Et le système de santé était un des meilleurs, le système universitaire était un des meilleurs, et tout ça dans un État laïque, avec le respect de toutes les religions en Libye. Mais il y avait tellement d'argent en Libye que Kadhafi a fait l'erreur politique d'investir l'argent libyen en France et en Europe. Et par exemple, au moment où s'est déclenchée la guerre en Libye, la Libye était propriétaire de plus de 20% des actions de la Société Générale. La Libye était propriétaire d'actions dans le groupe Lagardère, Europe 1, etc. La Libye était propriétaire de biens. La Libye, c'est-à-dire les fonds souverains libyens, c'est comme ça qu'on les appelait, les fonds souverains libyens étaient entrés dans l'économie française. Et Kadhafi avait dit qu'à un moment donné, si Sarkozy ne respectait pas les règles et tout, il avait le pouvoir d'ébranler l'économie française. Ah mais il faut mesurer tous ces éléments-là. Et après, on comprend pourquoi une guerre est déclenchée. Et après, il paraît, mais moi je suis toujours dans le cadre de la présomption d'innocence, quand les choses ne sont pas avouées, mais il y en a qui disent qu'en plus, il aurait donné de l'argent à quelqu'un dans le cadre de sa campagne électorale, etc. Mais par rapport à la Libye, on a aussi, aujourd'hui, commence à sortir des voix qui expliquent que les 6000 personnes, vous savez, qui étaient à l'est de la Libye, qui étaient celles qu'il fallait, au nom de l'ingérence humanitaire, aller sauver, la guerre civile commençait à poindre son nez par des démocrates et tout à l'est de la Libye, eh bien, il fallait que les Occidentaux
aille sauver ces 6000 personnes et donc déclenche la guerre à la Libye. Et ça s'est très vite transformé par une chasse à l'homme. C'était il faut d'abord et à tout prix trouver Kadhafi et tuer Kadhafi. Ce qui s'est passé après, les Occidentaux, il n'y avait plus personne pour gérer. Ils ont parachuté des armes en pagaille de très haute technicité et c'est ce travail-là, et c'était peut-être ces 6000 personnes-là, qui après formaient et ont armé Daesh. Et Daesh est né, l'État islamique, le concept est né de cette guerre libyenne, et à nouveau d'une injustice, et le terreau était créé, puisqu'ils sont allés, alors qu'il y avait un peuple qui vivait bien, l'Occident considérait que Kadhafi, qui ne voulait pas partager les richesses, qui ne voulait pas que des multinationales comme Total aient des forages à son nom, mais il voulait maîtriser le taux de rendement de ces forages de pétrole, comme il n'a pas voulu respecter les règles des multinationales, et ben voilà la punition. Le Mali, je vous en ai parlé, donc là-bas, c'est AQMI qui a été créé aussi sur la base d'injustice, et puis il faut garder les réserves d'uranium. Autour de ça, il y a un sujet, parce que j'en ai un peu parlé, mais pas trop, c'est l'Organisation des Nations Unies. Parce que souvent, les États font la guerre au nom de l'Organisation des États-Unis. Des fois, ils font la guerre des Nations Unies. Ils font la guerre avant que les Nations Unies leur donnent l'autorisation de le faire. Mais bon. Donc les Nations Unies, qui est complètement discrédité dans tout ce que j'ai expliqué, c'est 5 membres permanents, Conseil de sécurité, donc États-Unis, Royaume-Uni, vous en rappelez, la France, la Chine et la Russie, puisque c'était l'URSS à l'époque, ce sont tous des puissances nucléaires, et ils s'intéressent avant tout à leurs intérêts stratégiques. Quand on discute avec le secrétaire général des Nations Unies, il vous explique, vous lui dites, mais pourquoi vous imposez pas les choses? Et lui, il vous explique, il vous dit, ce sont les Nations Unies. Il dit, moi je ne suis pas le secrétaire général d'un parlement, je suis le représentant des Nations Unies. Et donc ce sont les nations qui financent l'ONU. Et donc selon que les nations sont puissantes et riches, c'est à due proportion, donc les États-Unis financent plus l'ONU que le Mali. Et donc l'ONU est plus au service, à due proportion, de ceux qui les financent beaucoup. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas, et que c'est une bataille, et que c'est un combat, que l'Afrique ait un siège au Conseil de sécurité, dans les 5 membres permanents, qu'on en ait un 6e, que le continent africain soit représenté. Et l'ONU, ce bagarre, refuse ça. Parce que ça changerait aussi la donne. Parce qu'il y a la notion du droit de veto. Et si l'Afrique était représentée, et si l'Afrique avait un droit de veto, ça changerait les choses.